Bienvenue dans cette vidéo concernant le tissu osseux. Dans cette première vidéo, nous allons vous présenter quelques généralités sur le tissu osseux. Nous allons commencer par rappeler quelques prérequis à la compréhension du processus d'ostéogenèse. Une deuxième vidéo sera dédiée plus spécifiquement à l'ostéogenèse, c'est-à-dire à la création et à la croissance de l'os pendant le développement de l'embryon, du fœtus puis de l'enfant. Tout d'abord, commençons par les généralités sur le tissu osseux. Le tissu osseux est un tissu vivant en permanence remanié grâce à l'action de cellules spécialisées. Ces cellules sont contenues dans la matrice extracellulaire qui possède deux composantes, une composante minérale et une composante organique. La composante minérale est constituée de cristaux d'hydroxyapatite, c'est une réserve d'ions minéraux. La matrice organique est quant à elle constituée principalement de collagène de type 1, mais également de collagène de type 3 et de protéines. Les principales cellules permettant le processus d'ostéogenèse sont les ostéoblastes, les ostéocytes et les ostéoclastes. Les ostéoblastes sont des cellules d'origine mésenchymateuse, issues de cellules souches médulaires. Au repos, elles sont quiescentes et périphériques, on les appelle alors les cellules bordantes. Une fois activées, elles deviennent cubiques et assurent la production de matrices osseuses. Les ostéocytes sont des ostéoblastes arrivés au dernier stade de leur maturation, c'est-à-dire piégés dans l'ostéoplaste. Ils ont un rôle de modulateur et sont nécessaires à l'homéostasie du tissu osseux. Ils sont facilement identifiables parce qu'ils possèdent des ramifications dans leur canalicule. Enfin, les ostéoclastes. Les ostéoclastes sont des macrophages spécialisés dans la dégradation du tissu osseux. Ils peuvent dégrader à la fois la matrice minérale, par acidification des cristaux d'hydroxyapatite, et la matrice organique en produisant certaines enzymes, formant ainsi les lacunes de Hochschild. L'os est protégé à l'intérieur comme à l'extérieur par deux membranes, le périoste à l'extérieur et l'endoste à l'intérieur. Le périoste à l'extérieur est présent sur toute la surface de l'os au niveau de la périphérie, sauf au niveau des articulations. Cette première membrane possède deux couches. Une couche externe fibreuse et une couche interne ostéogénique. Elles contiennent des ostéoblastes et des ostéoclastes. À retenir, il faut savoir qu'elle est innervée et vascularisée, ce qui permet la croissance en largeur de l'os. Le périoste est fixé au tissu osseux par des fibres de collagène, les fibres de Charpé. L'endoste est quant à elle à l'intérieur de l'os. C'est du tissu conjonctif qui contient des ostéoblastes et des ostéoclastes. Maintenant, nous allons pouvoir décrire les différentes structures du tissu osseux. Il existe deux structures, les structures non lamellaires et les structures lamellaires. Tout d'abord, le tissu osseux non lamellaire, aussi appelé tissu osseux réticulaire, est un tissu anarchique. C'est un tissu intermédiaire présent chez le fœtus avant la mise en place d'un tissu osseux mature et rigide, appelé le tissu osseux lamellaire. Le tissu osseux lamellaire est constitué de deux types différents. Le tissu osseux compact et le tissu osseux spongieux. Au niveau de la zone corticale, donc de la zone périphérique de l'os, on trouve le tissu osseux compact, également appelé tissu osseux aversien. C'est un tissu osseux très dense et organisé, particulièrement abondant au niveau de la diaphyse. Il est caractérisé par la présence d'ostéons, ou systèmes de Havers, qui sont des cylindres osseux, composés de lamelles concentriques et qui forment l'unité structurale de l'os compact. Au centre de ces cylindres existent des petits canaux, les canaux de Havers, qui contiennent chacun un capillaire et une fibre nerveuse. Attention, piège QCM, il n'y a pas de terminaison nerveuse dans les canaux de Havers. Il n'y a que des passages nerveux. Les canaux de Havers communiquent entre eux par les canaux de Volkmann, qui sont des petits tunnels perpendiculaires aux canaux de Havers, dans lesquels circulent les connexions entre les vaisseaux. Autour des ostéons se trouvent des lamelles interstitielles qui viennent remplir l'espace entre les ostéons et apportent ainsi la densité osseuse. À l'intérieur de l'os, au contact de la moelle jaune, et à l'extérieur, on trouve des lamelles circonférentielles qui permettent la résistance à la torsion.
La partie interne de l'os contient quant à elle le deuxième type de tissu, tissu lamellaire, le tissu osseux spongieux, au niveau des épiphyses et de la diaphyse. Ce tissu osseux, qui est moins dense, ne possède pas d'ostéon et ses fibres de collagène sont orientées dans toutes les directions. Néanmoins, sa structure suit les lignes de pression mécanique de l'os, ce qui permet d'augmenter sa solidité, qui est ainsi comparable à celle du tissu osseux compact. Voyons maintenant le remodelage osseux. Une fois l'os créé par le processus de l'ostéogenèse que nous détaillerons dans une autre vidéo, il doit être entretenu. Le remodelage osseux se fait tout au long de la vie de l'individu et permet le maintien de la résistance et l'adaptation aux contraintes mécaniques. Ce remodelage est en réalité une alternance entre résorption et synthèse de tissu osseux. Il se fait en 6 phases. Différents facteurs vont permettre le contrôle du remodelage osseux. Les contraintes mécaniques comme la gravité, ainsi que des contraintes biochimiques et hormonales. Concernant les paramètres biochimiques et hormonaux, il faut retenir notamment la PTH et la calcitonine. La PTH est hypercalcémiante parce qu'elle permet la résorption osseuse, donc la libération du calcium qui était contenu dans les os. La calcémie sanguine va alors augmenter, ce qui va provoquer une hypercalcémie. Le raisonnement inverse est applicable à la calcitonine. Tout d'abord, la phase de quiescence. Lors de cette phase, la parathormone, ou PTH, stimule les cellules bordantes qui se rétractent et laissent leur place aux ostéoclastes. Les ostéoblastes stimulés sécrètent des substances dont Rankligand et l'ostéoprotégérine. Rankligand va alors venir se fixer sur Rank, qui est un récepteur porté par les préostéoblastes, ce qui permet alors leur différenciation en ostéoclastes. Lors de la résorption, les ostéoclastes dissolvent les matières minérales et les matières organiques de l'os. La partie minérale est dissoute en premier par libération de protons par l'anhydrase carbonique 2, qui est une pompe à protons qui s'associent avec le chlore pour donner de l'acide chlorhydrique. La diminution et donc l'acidification du pH conduit à la dissolution de la phase minérale. La phase organique est ensuite dégradée par des enzymes lysosomiales pendant 10 jours. Vient ensuite la phase d'inversion. L'ostéoprotégérine, OPG, est un récepteur soluble, compatible avec Rankligand. Il va entrer en compétition avec Rank récepteur et inhiber la résorption opérée par les ostéoclastes, qui vont alors soit mourir par apoptose, soit migrer. Les macrophages vont ensuite venir nettoyer la zone pendant 15 jours. La phase suivante est la phase de formation. Les pré-ostéoblastes vont se différencier en ostéoblastes et venir former du tissu ostéoïde. Cette phase durera environ 90 jours. La dernière phase est la phase de minéralisation. Lors de cette phase, le tissu ostéoïde se minéralise et des cristaux d'hydroxyapatite sont formés. Les ostéoblastes deviennent des ostéocytes, puis on revient au stade de quiescence et le cycle recommence. Merci d'avoir regardé cette première vidéo et n'hésitez pas à visionner la deuxième partie traitant de l'ostéogenèse.